Alors, bonsoir à tous. On va commencer le troisième acte de Carte Blanche et le dernier. Merci encore d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Donc c'est le troisième acte, donc profitez-en, il y a toujours à boire pendant la discussion et après la discussion. Ce sera aussi possible de manger et puis la soirée devrait se prolonger plus tard dans la nuit parce qu'on a donc des DJ qui assureront la suite de la soirée. Donc n'hésitez pas à rester si vous avez envie de prolonger. Donc ce soir il n'y avait pas de scénographie, l'idée c'était que chacun s'approprie un peu l'espace en prenant sa table et sa chaise. Je me suis rendu compte que vous aviez fait ça de manière très sérieuse en faisant un grand rond tout autour. Et puis c'est aussi l'occasion de prendre la parole. Donc au deuxième acte, ça avait mieux marché et il y avait eu une quinzaine de questions. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques ou des questions. Alors, comme vous le savez, cette année, Carte Blanche questionne les rapports entre architecture et modestie. Là, ça marche. Alors, juste pour rappel, la modestie, ça se définit par l'absence de recherche de faste, de luxe. Et être modeste, c'est agir avec mesure. Donc, la modestie parle aussi de l'architecte vis-à-vis des autres et de son rôle un peu plus large dans la société. Et c'est un peu ça qui nous intéressait dans un sujet de discussion. Et donc l'idée c'est bien que les bureaux invités ne soient pas là pour présenter des projets spécifiques, mais plutôt une attitude, une position par rapport au thème, en racontant des anecdotes, des histoires, et éventuellement en illustrant avec des projets les leurs ou ceux d'autres personnes. Alors, pour l'acte 3, nous nous interrogerons donc sur le fait que la modestie pourrait être mise en péril par l'imaginaire. Juste une petite précision, samedi, donc après-demain, ce sera l'épilogue. C'est un événement un peu en marge des trois actes. Et le but de cet épilogue, c'est que nous, on mette à disposition en fait toute la matière qui a été assemblée au fil des trois actes pour que chacun puisse venir relire un texte ou approfondir s'il a envie. Et c'est aussi une manière pour nous de vous montrer un peu le cheminement qu'on a fait en tant que curateur de ces soirées. Et puis on est aussi là pour du coup être critiqué, pour entendre vos remarques sur le format qui a changé. Est-ce que le débat en architecture c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Donc ça s'organisera à midi autour d'un casse-croûte. Et l'idée c'est qu'il y ait une discussion ouverte, il n'y aura pas forcément d'intervenants, mais venez donc vous exprimer sur ces questions, puis dire aussi s'il y a des choses qui n'ont pas été dites durant les débats. Alors, ce soir il y a 6 intervenants. On a Valentin Cunik et Guillaume de Morsier qui sont là pour représenter le bureau Cunik de Morsier. Donc c'est un bureau où ils sont 2. Il a été fondé en 2010. Donc il revendique une architecture critique et engagée en s'entourant de spécialistes de toutes sortes, des muséographes, des météorologues, des botanistes, des designers. Et ils encouragent aussi les voyages et les échanges à l'étranger avec des cycles de conférences, des workshops et toutes sortes de travaux de recherche. Ils ont proposé des hébergements d'urgence pour la ville de Lausanne. À Vidi, ont aussi réalisé 2 maisons, participé à des concours. Et dernièrement, ils ont mis en place une exposition qui s'appelle Site et qui avait pour but en fait de mettre en place une démarche spécifique mêlant microbiologie, botanique et donc météorologie. Ils ont aussi fait une étude sur les paysages de banlieue en mettant en parallèle les banlieues du Kosovo et les banlieues suisses pour mettre en place une plateforme d'échange pour les professionnels sur les questions d'étalement urbain. Ensuite, on a donc Manuel Bieler, Antoine Robert Grandpierre et Laurent Saurer de Local Architecture, qui sont donc les partenaires de ce bureau fondé en 2002 à Lausanne, dans lequel il y a environ 24 collaborateurs qui y travaillent aujourd'hui. Alors, la notion d'atmosphère est au cœur de leur travail. On a trouvé un article dans lequel on a pu lire « La présence charismatique d'un bâtiment rejaillit sur l'atmosphère d'un lieu. C'est ce qu'on cherche avant tout à travers un projet. » Donc, ça nous intéressait pour des questions d'imaginaire notamment. Donc, ils sont beaucoup publiés et primés avec plusieurs prix Lignum, la distinction romande d'architecture aussi en 2006.
Ils ont terminé en 2013 l'école de Boisgenou pour l'institution Steiner. On connaît aussi le couvert de la place du marché à Renan ou la chapelle Saint-Loup, qui est aussi très publiée. Sans parler de la maison à Confignon ou aussi de l'étable à Linière. Donc vous pouvez voir un peu quelques images récentes ou anciennes des projets. Ils construisent aussi à l'étranger, notamment avec l'ambassade de Suisse à Abidjan ou plusieurs immeubles de logement à Bordeaux. Et puis c'est aussi le seul bureau lausannois à avoir été sélectionné pour la phase 2 du pôle muséal, donc parmi un certain nombre de bureaux, de gros bureaux. Voilà, et puis ils ont choisi comme invité donc Eugène, qui est un écrivain à plein de casquettes. Donc il est né à Bucarest, il est arrivé en Suisse en 1975, où il obtient une licence de lettres en français et histoire de lettres et philosophie. Donc il se consacre entièrement à l'écriture avec un travail sur des nouvelles, du théâtre, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Parmi ses publications, donc il y a Pamukkali, Pays fabuleux, vrai guide d'un pays surréel. Donc c'est un monde exotique, un pays complètement irréel, qui est présenté donc par un vrai guide touristique, dans lequel on va pouvoir trouver des anecdotes, toutes sortes d'histoires qui mélangent le réel et l'imaginaire, avec un certain nombre de détails, notamment des hôtels, des adresses d'hôtels, des adresses de restaurants où il faut aller, donc en Pamukkali, un pays qui n'existe pas. Et puis, donc il y a le livre La vallée de la jeunesse, qui raconte en fait son histoire à travers 10 objets qui lui ont fait le plus de bien et 10 objets qui lui ont fait le plus de mal, qui raconte donc son passage de la Roumanie à la Suisse. Et puis enfin, vous devez sûrement le connaître parce qu'il écrit donc une chronique Dernier mot dans la revue Tracé. C'est la dernière page en fait de chaque tracé dans laquelle Eugène raconte ce qu'il voit, observe, remarque. Ça n'a souvent pas de rapport avec l'architecture, mais c'est vraiment l'idée d'écrire ou de raconter un quotidien qu'il rencontre à travers ses promenades ou ses voyages. Et donc il a également été parolier et danseur pour un groupe de rock, Saccharine, pour ceux qui connaissent, et chroniqueur pour différents médias. Waouh. Il reste des traces. Alors, donc à l'acte 1, on a discuté du fait que la modestie pouvait prendre la forme d'une attitude de la discrétion, tant pour l'architecte que pour l'architecture. Et au second acte, ce qui s'est dégagé, c'était une envie de faire ensemble pour répondre à la modestie et de ne pas avoir une vision individualiste, mais plutôt rechercher une certaine permanence dans les projets d'architecture. Donc on a aussi pu voir toute l'ambiguïté de la modestie, puisqu'il semblerait qu'en tant qu'architecte, notre rapport à la modestie n'est pas exclusif, on n'est pas complètement modeste ou pas du tout modeste. Alors pourquoi s'intéresser à la modestie comme péril de l'imaginaire ? Pour nous, donc l'imaginaire, c'est en fait ce qui va au-delà des limites du nécessaire. C'est comme ça que c'est défini, mais on peut voir justement si c'est nécessaire ou pas en architecture. Et donc, on a trouvé une citation dans le livre Architecture et modestie qui dit « Quand on commence un travail d'architecture, si l'on se réfère seulement à son imaginaire, dans le meilleur des cas, ou à ses préjugés dans le pire des cas, on aboutit à un acte d'architecture immodeste. » Donc en quelque sorte, ce qui est dit là, c'est que faire appel à son imaginaire, ce serait être immodeste. Et c'est un peu ça qu'on veut étudier ce soir à travers ce thème. Alors je vais être très fort par contre, désolé. Voilà, là c'est mieux. Alors, juste quelques petits exemples de travaux qui sont en cours ou qui existent sur l'imaginaire. On s'est rendu compte que l'imaginaire est un sujet extrêmement sérieux finalement dans la psychologie, dans l'économie, dans l'innovation, dans l'ingénierie, etc., etc. Et puis une série de livres d'ailleurs qu'on a et que vous pourrez voir à l'épilogue, qui s'appelle Modélisation des imaginaires, innovation et création, qui est fait par des grandes écoles et puis des grands groupes d'ingénierie français, dont voilà, le but c'est de voir les articulations entre imaginaire et innovation, création. Un autre exemple, c'est le LAPIS, alors le Laboratoire des Arts pour les Sciences à l'EPFL, qui aborde l'imaginaire comme un sujet de recherche. Le laboratoire a développé les archives de l'imaginaire, qui est une collection très variée
qui est une collection en ligne d'images très variées, avec des peintures, des cartes, des photographies, des gravures, des peintures, etc. Qu'elles soient d'ailleurs réalité ou fiction. Et puis en introduction, on peut lire une phrase assez intéressante qui dit « L'architecte se nourrit d'imagination, c'est le moment du rêve et de la vision d'un monde au-delà des limites du nécessaire. La capacité d'imagination est la composante la plus intime et inscrutable de chaque architecte, la plus problématique et délicate à enseigner, mais aussi celle qui caractérise le plus les talents individuels. » Alors, il y a une certaine distinction à faire, disons, quand on parle d'imaginaire en général, et peut-être plus particulièrement en architecture, c'est que l'architecte se nourrit d'imaginaire pour concevoir son architecture, mais en même temps, à son tour, l'architecture évoque un imaginaire à ceux qui l'habitent, qui l'observent, qui la vivent, etc. Donc, on fait la distinction entre l'imaginaire qui alimente et l'imaginaire qui est créé, qui est généré. On a trouvé une autre citation, alors ça fait beaucoup de citations en introduction, mais disons que c'est un sujet tellement vaste qu'imaginaire qu'on a essayé de le recadrer un tout petit peu en rapport avec la modestie. Mais dans l'ère des songes, Gaston Bachelard écrit « L'imaginaire dépose des images, mais il se présente toujours comme un au-delà de ces images. Il est toujours un peu plus que ces images. » Donc l'imaginaire permet de découvrir et de révéler de nouveaux potentiels, d'une certaine manière, des potentiels encore inconnus, non explorés, bref, de voir le monde autrement. Et puis, on a juste sélectionné deux images, enfin une en fait, de Hans Hollein et de ses collèges absurdes ou ironiques, où là on voit un porte-avions collé en pleine race campagne. Et puis ces collèges, ils confrontent des images tellement opposées qu'ils créent, pour nous en tout cas, un imaginaire nouveau et questionnent directement le rôle de l'architecture et puis même son effet en général sur ce qui l'entoure. Alors pourtant on ne peut pas parler d'utopie ici, c'est pas forcément le sujet, même si c'est une part importante de l'imaginaire des architectes, mais plutôt, comme je le disais avant, de l'imaginaire qui alimente l'architecte et de l'imaginaire que génère l'architecture. Alors maintenant, je vais passer la parole aux intervenants, qui auront en gros 10 à 15 minutes de présentation, et puis on ouvrira un temps de débat après. Alors la forme est un tout petit peu différente des soirées précédentes, mais on a, nous, sélectionné un certain nombre de sujets qu'on a envie d'aborder avec eux et avec vous d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à interrompre, et puis à aller prendre un verre au bar. Alors je passe la parole à vous. Merci. Je sais pas, ouais, je vais peut-être mieux. Tu veux les passer pour moi? Je vais prendre ton truc. C'est plus modeste. Voilà, je vais vous parler de ce qui nous occupe au bureau depuis 2010. En 2010, on a fondé notre agence. C'était un moment où on se posait beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de thématiques qui nous ont préoccupés dès le départ. Et puis depuis, on a remarqué qu'il y avait, ou disons, on a pris l'occasion de cette carte blanche pour découvrir qu'il y a des milliers de thèmes qui nous intéressent, qui nous préoccupent, sur lesquels on aime réfléchir. Et enfin voilà, là on les a un petit peu nommés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vocabulaire qu'on a inventé, qu'on n'utilise que pour nous, dans le cadre de nos choses, pour décrire un certain nombre de situations qui nous intéressent, sur lesquelles on aime réfléchir. Ce dont on va vous parler ce soir, disons la balade dans nos projets qu'on vous propose, c'est axé autour de quelques thèmes, quelques grands thèmes. Un qu'on a appelé usage spatialisé, un qui s'appelle espace périurbain, spatialité tridimensionnelle, peer-to-peer. Évidemment, l'architecture devrait se mettre à l'âge du peer-to-peer, donc j'en parlerai tout à l'heure, ou Guillaume en parlera tout à l'heure, et des thématiques de biologie qui sont des thèmes qui nous fascinent et qui nous... Voilà, vous nous entendrez. L'usage, comme première préoccupation, pour nous, c'est essentiel. L'architecture permet de créer des usages. L'architecture sert aux personnes à faire un certain nombre de choses. Et finalement, l'architecture devrait pouvoir multiplier les usages. L'architecture devrait pouvoir produire un certain nombre de possibles, un certain nombre de potentiels pour permettre à la vie d'exister. Ici, je vous présente un projet de concours quelque part sur la côte, je ne sais plus exactement où, pour une école où notre proposition, en fait, était de mixer un certain nombre de classes avec un certain nombre de programmes
complètement différents, mais qui participent aussi à une forme de pédagogie, où on disait, ben voilà, l'espace de l'école peut être aussi l'espace pour faire grandir des carottes, de l'ail, des poireaux et des poussins, et pour permettre du coup aussi un certain développement chez la personne qui y va. Donc là, vous voyez la partie du haut, c'est l'élévation, celle d'en dessous, c'est la coupe. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui savent lire ça dans la salle. Vous voyez cette espèce d'esthétique comme ça de grandes serres agricoles qu'on avait développées pour l'occasion, avec un rythme un petit peu strict entre salle de classe et espace de choses. Cette thématique de l'usage comme créateur d'espace, on l'a concrétisée dans un projet de maison, une maison au chalet Tagobet. Donc ici à Lausanne, tout au long de la ville, le maître d'ouvrage avait le souhait de transformer cette maison, qui est une maison en forme de maison, et de lui adjoindre un certain nombre de pratiques. Ce qu'on a formalisé, donc ce qu'on a spatialisé, avec 3 extensions, une dirigée vers une terrasse existante, une vers un jardin, et la 3e dirigée vers le potager. Pardon. Voilà à quoi ça ressemble un tout petit peu l'intérieur, enfin une photo tout en haut à gauche qui fait l'intérieur, puis les autres qui parlent d'un certain nombre de choses. Dans nos quelques années de travail, donc on a un jeune bureau, on a une petite expérience, ça fait 5 ans qu'on a réalisé que nous travaillons essentiellement dans du périurbain. On n'a presque jamais été amené à réfléchir dans l'hypercentre des villes, et on n'a jamais été amené à réfléchir dans la race campagne. Du coup, immense question pour nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Qu'est-ce que sont ces espaces? Est-ce qu'on serait même, d'une certaine manière, les enfants du sprawl, des produits de cette société-là? Je crois qu'on est tous d'accord, là, quelques coupures de presse pour en parler, mais on est tous d'accord que le périurbain, le mitage du territoire et tout ce qui va avec, amène des questions et nous oblige, en tant que professionnels de l'espace, à trouver des solutions, à trouver des propositions. Est-ce qu'il faut être pour, contre, qu'est-ce qu'il faut en faire? Là, je vous présente assez rapidement un projet de concours qui avait été fait pour une école. Donc un bâtiment de nouveau dans une objectif de périurbain, assez peu d'ordre établi et organisé. Merci. Assez peu d'ordre établi et organisé, et des grands principes que nous avions voulu pour cette école. On avait étudié l'école du 19e siècle pour savoir un petit peu à quoi ça ressemblait, pour essayer d'avoir des références, pour avoir des idées, pour comprendre quelle est l'école qu'il faut fabriquer aujourd'hui. Puis on s'est dit que ça allait pas du tout, c'est totalement infaisable. L'école avant était quelque chose qui délimitait très clairement l'intérieur et en extérieur. L'école était un objet, disons veut toujours être un objet. L'école est un bâtiment qui génère une forme de monumentalité. Le gagnant du concours avait su manier ces choses-là avec habileté. Et puis nous, ce qu'on avait proposé, c'était quelque chose de complètement différent, qui glissait un petit peu entre des espaces intérieurs et extérieurs, qui permettait de se mettre en relation avec les entourages, avec le village comme il est, qui visait à fabriquer plutôt 5 maisons et un grand espace de référence, plutôt qu'en objet monumental, quel qu'il soit. Ici, une image de la chose. Pour vous donner une toute petite idée de ce que représente le périurbain en Suisse, ça c'est une image qu'on avait faite à partir de Google, où on avait repéré sur la carte à quoi correspondrait grosso modo tout le périurbain suisse. Évidemment, ça pose des questions, on se demande qu'est-ce que c'est. Évidemment, nous avons décidé de prendre la voiture et de voyager là-dedans pour se faire une idée par nous-mêmes de ce que sont ces choses. Par discussion, par échange, on a vu que des amis architectes et planificateurs au Kosovo se posent exactement les mêmes questions. Et du coup, ici, une fois la Suisse, une fois le Kosovo, on a décidé de se promener, de visiter en bus, en voiture, à pied, à vélo, avec tout ce qu'on trouvait. On a décidé de se promener à travers ces territoires pour voir ce qui se passe, de temps en temps s'asseoir avec les copains, s'arrêter un petit moment, se promener avec nos tabourets, on s'asseyait dans des endroits improbables. Puis on discutait là avec un artiste, un planificateur, un architecte. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, on arrive gentiment au bout de quelque chose,
dès le 15 mai, il y a le vernissage de l'exposition sur ce travail à Pristina. J'espère que ça suivra en Suisse. Puis s'il y a des gens à Pristina, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Je passe la parole à mon collègue. Guillaume, voilà. Alors, voilà. Merci. Alors, en étudiant ces espaces à l'étranger, ailleurs, nous sommes rendus compte à quel point les espaces ici sont figés et statiques. Pour nous, échange, partage et utilisation des espaces et des infrastructures doivent être absolument intégrés dans les projets ici aussi. C'est pour ça que dans un logement collectif, par exemple, on pourrait imaginer partager une serre, une bibliothèque, un home cinéma, un atelier de réparation pour vélo, un Fab Lab, ou encore un local de musique. La liste est longue, et ce schéma exprime cette idée-là, avec des lieux extrêmement privés, et puis d'autres partagés en fonction des besoins de chacun. Cette idée-là, on l'a formalisée dans ce projet, c'est un projet d'écoquartier, où très simplement, on a placé des logements qui sont 20% plus petits que les logements qui étaient demandés, et qui permettent d'offrir 20% mutualisés entre tous, l'espace en plus au centre du projet, et qui sont partageables. Vous pouvez booker votre espace, et puis vous utilisez votre home cinéma une fois par mois, ce qui est une fréquence relativement normale. Ici, dans un autre projet, c'est la source d'alimentation qui a été mutualisée et mise au centre du projet. Un énorme champ qui produit de manière quasiment industrielle l'alimentation pour l'ensemble du quartier. Où donc la surface bâtie a été réduite à peu près 30% de la surface de la parcelle pour libérer le reste et générer la quasi-totalité de l'alimentation en fruits et légumes pour ses habitants. Ici, de nouveau, la nécessité de cultiver génère l'espace. Je fais le petit slide, voilà. En parallèle de ces développements-là, on s'est rendu compte qu'on avait développé pas mal d'idées aussi sur des principes d'agglomération spatiale. Et notamment lors de ce concours, on était également dans une situation périurbaine, où on a identifié, en se promenant dans cette zone, 5 modes d'habiter propres, et qui étaient un petit peu contre l'idée préconçue qu'on s'était faite des habitants du sprawl, qui sont dans nos imaginaires toujours une famille de 4 à 5 personnes, entre 40 et 50 ans, qui vient s'acheter une villa. On s'est rendu compte que non, c'était un petit peu différent, en tout cas autour de Genève, et on a identifié 5 types pour lesquels on a proposé une forme d'habitat propre et extrêmement radicale, qu'on a ensuite aggloméré dans une forme de projet compact. Dans un deuxième projet, ici un master plan, nous avons décidé de passer au-delà de la grille bidimensionnelle manhattanienne et proposer une structure tridimensionnelle autour de laquelle peuvent se cristalliser des éléments construits. Ici une image de maquette. Vous voyez que avec ça on propose une densité relativement importante, mais aussi une flexibilité dans le temps, dans les développements possibles par cette forme. Et puis à terme, des mixités programmatiques et des diversités visuelles que l'on trouve riches et intéressantes. Ici, dans un troisième projet, un saut d'échelle, projet réalisé cette fois, c'est une maison à la Vallée de Joux, au sud du lac, où très simplement, sur la pente, on a solidifié une partie du sol, cristallisé les coupes de niveau en 4 niveaux, très simples, et par-dessus ça, on a disposé un certain nombre de boîtes qui comportent les différents programmes de la maison. Vous voyez que la maquette a été réalisée à l'échelle 1.1 sur un système constructif qui rappelle plus un jeu de construction très basique, plutôt que la construction traditionnelle en bois, et qui a permis de gérer les différents niveaux
entre les boîtes et la diversité qui était demandée par cet entrechoquage d'éléments programmatiques. Vous voyez ici une image de l'intérieur de la maison où on voit ces différents niveaux. Mais c'est une maquette? Comment? C'est une maquette? Non, non. Ça, c'est après le chantier. Attendez. Ah, oui. Et puis, voici une seconde photo. Les deux réalisées par notre ami Ike Frenzel, je crois qu'il est dans la salle, merci, en passant. Où vous voyez les différentes boîtes, les différents niveaux, et puis les relations que chaque boîte entretient avec les autres, tantôt parce qu'on peut monter par-dessus, tantôt parce qu'on a des vues sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur, entre ces différents programmes, et qu'on génère, du coup, plusieurs degrés de mélange programmatique, mais aussi d'intimité au sein de la maison. Et pour terminer, un dernier chapitre, une dernière fenêtre qui nous intéresse depuis bientôt une année. C'est tout ce qui touche au vivant et à la biologie et qui nous questionne par rapport à l'influence que ce domaine-là peut avoir sur notre conception de l'espace. Ici, on vous l'illustre avec un premier projet, c'est une exposition qu'on a montée en décembre et pour laquelle on avait envie de présenter 5 sites sur lesquels on a eu l'occasion de travailler et puis d'offrir une lecture différente de ces 5 sites, une lecture différente de la lecture qu'on a habituellement en tant qu'architecte, et puis m'ont révélé des couches invisibles. Pour cela, on a effectué différents prélèvements sur chaque site, des prélèvements liquides, des prélèvements solides de terre, de terrain, d'éléments végétaux. On a fait des carottages sur le sol. On a également fait des prélèvements de bactéries et de spores dans l'air qu'on a mis en culture et qui nous ont offert 5 lectures complètement décontextualisées de sites relativement similaires, qui étaient évidemment dans le périurbain aussi, et puis du coup des couches qui étaient pour nous invisibles et puis qui ont été rendues sensibles. Et je termine avec ce dernier projet qui est actuellement en cours de développement, où on a développé en laboratoire une culture de champignons pour créer un matériau basé principalement sur du mycélium, de shiitake et de la paille, et qu'on est en train de scaler up, si je puis dire, de rendre à l'échelle macro, où on est en train de réaliser des tests de résistance mécanique sur ces échantillons, dans le but de réaliser un dôme habitable d'un diamètre d'environ 6 mètres. Voilà, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Alors voilà, on a fait un parcours hyper rapide parmi certaines idées, certains éléments d'imaginaire qui nous animent depuis 5 ans. Et il ne reste plus qu'à passer la parole au suivant. Merci. Merci. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je commence la présentation donc, au nom de Local Architecture avec Laurence Auraire et Antoine Robert-Grandpierre à mes côtés. Je voulais remercier Oscar et Lia pour cette organisation. Et puis, bien sûr, Eugène, Valentin et Guillaume d'être là avec nous ce soir pour débattre. Je dois dire que je suis très content d'être là ce soir. C'est la 3e fois qu'on nous invite à une carte blanche. Et c'est la première fois qu'on craque. On se dit, ok, pourquoi pas, on y va cette fois. Chaque fois, les fois précédentes, le format qui était proposé nous intéressait assez peu. Et puis là, la proposition qui a été faite par Oscar et Lia par rapport à cette remise en question de cette carte blanche, tout à coup a titillé notre curiosité, notre envie de participer à ce débat. Et puis, je me réjouis peut-être un peu plus que dans les présentations ou les actes précédents où la discussion a démarré très modestement. Je me réjouis de débattre avec tout le monde ici dans l'Assemblée, en toute modestie bien entendu. Dans le but de débattre ce soir, et plutôt que de présenter un florilège de projets, de projets finis et construits, on a surtout souhaité partager avec vous plutôt, celui-là marche mieux, merci, plutôt quelques réflexions par rapport au thème de ces cartes blanches, surtout autour de la modestie. Partager des inspirations, qui est l'enthousiasme qui nous anime quand on développe les différents projets, et aussi essayer de partager avec vous les différents processus sur un projet en particulier,
par rapport à notre travail. À la lecture des thèmes développés par les curateurs, le raisonnable succède-t-il à l'original? La modestie détrône-t-elle l'arrogance? À la lecture de ces thèmes, on s'est penché sur la question plutôt en premier lieu de la modestie en architecture et surtout par rapport à notre pratique quotidienne. Tout d'abord sur la question du personnage de l'architecte, de la posture. Pose-le ici, puis je vais essayer de faire ça. Voilà. Merci. De la posture qu'adopte un architecte et qu'on lui demande peut-être aussi d'adopter par rapport à son travail. Le fait de construire, donc de manière inhérente aussi, comme le relève Luigi Snozzi, de détruire au préalable, détruire un contexte, détruire une situation, détruire des habitudes pour produire non seulement des espaces, mais aussi des usages et des sens. Est-il un acte qui peut être modeste, en fait? Dans les textes de ces cartes blanches, on a relevé une série d'oppositions, certaines auxquelles on peut facilement adhérer. La modestie en contradiction avec la démesure, en contradiction avec le sensationnel, en contradiction avec le star system. Et à ce propos, il est intéressant de noter qu'en préparant ou en réfléchissant à cette carte blanche, à cette intervention, je prenais mon café dimanche, et je lisais le journal, et je suis tombé donc sur l'article qui présente le dernier projet, ou un des derniers projets d'Herzog et de Meuron, à Tokyo. Dans le temps. Et qui tout à coup parle du retour à la modestie. Au niveau de la recherche, je lis un petit bout de l'article. C'est celui-là en fait. C'est celui-là, voilà. Au niveau de la recherche formelle, la nouvelle boutique Miu Miu est un retour au format et à la modestie caractéristique des premières années de Herzog et de Meuron, plutôt que la démesure flamboyante des réalisations comme le Stade de Beijing ou la Philharmonie de Hambourg. On songe par exemple au simple parallépipède de la collection Goetz de Munich ou du studio de Rémy Tsaog à Mulhouse. Et je trouve aussi intéressant que même le Star System aujourd'hui se réapproprie cette question de la modestie et essaye d'interroger cette question de la modestie en architecture. C'est aussi un des thèmes évoqués par Jacques Lucan lors de sa leçon d'honneur la semaine dernière, ce retour à la simplicité et au minimum. On peut se demander si cet intérêt soudain pour le modeste, pour la modestie, est un nouveau revival, comme il en intervient régulièrement dans les différents cycles de mode. Un retour au minimalisme des années 90, en écho à la période de crise économique que traverse l'Europe aujourd'hui et qui n'est pas sans rappeler la fin des glorieuses années 80. Si on peut partager ces questions sur la modestie, d'autres nous interpellent plus directement concernant notre travail quotidien. La modestie, comme on l'a mentionné au début de cette présentation, la modestie par rapport à l'imaginaire, qui est le thème de cet acte, la modestie en lien avec la créativité, l'effacement, l'attitude de l'effacement, qui était le thème de l'acte 2, ou la modestie par rapport à l'ambition du projet, à la notion d'icône. À ces thèmes, nous souhaitons répondre plutôt par une série de références, d'atmosphères qui alimentent notre imaginaire et notre travail et qui alimentent aussi l'enthousiasme qui nous permet d'affronter ce travail quotidien de l'architecte. Mais aussi la mise en avant du processus de projet qui pour nous est bien plus important que le résultat final, le résultat trop souvent schématisé par les images souvent iconiques publiées par les magazines. Après, c'est ce petit début très prometteur. On va juste parler peut-être ce qui était annoncé, c'est la question du processus, en fait, plutôt lié à notre travail aussi, donc la position qu'on peut avoir tout le long en fait, d'un processus que ce soit de projet ou de décision. En fait, ici, on voit une image de Marcel Breuer au Whitney Museum, qui a choisi, lui, sa position assez clairement, en fait, sur son siège. Donc, peut-être ce qu'on voulait dire par là, c'est que tout dépend, en fait, finalement, de l'attitude qu'on peut avoir par rapport à un certain point de vue, à chaque étape du projet. Ici, peut-être une arborescence, en fait, de décision, qui est peut-être la recette, finalement, de l'humilité, peut-être au point 3 ou au point 113. On ne sait pas, disons,
nous, ce qui nous intéresse pas, c'est pas forcément la finalité, comme on l'a dit précédemment, en fait, c'est-à-dire l'image définitive, mais plutôt, en fait, le temps qui passe le long d'un projet, c'est-à-dire les décisions qu'on a à prendre tout au long du processus. Une image peut-être aussi pour parler de l'événement, enfin, c'est-à-dire le long d'un processus, il y a une série d'événements, une série de rencontres aussi, mais en fait qui façonnent finalement l'objet définitif, donc sans a priori sur l'objet ou sur le dessin définitif de l'objet. Ici peut-être un lien entre, on parlait d'humilité, donc est-ce que ce bâtiment est humble? Enfin, en tout cas, il réagit à des situations qui sont extrêmement simples. Donc, cette image-là qui est extrêmement archaïque, mais qui peut finalement en fait, avoir finalement une finalité assez forte. Est-ce qu'elle est humble ou pas? C'est plutôt une question posée. La question de la forme, ici on a un simple tas de bois en fait, qui représente en fait, quelque chose d'assez simple aussi en soi, mais qui, en fait, de par sa conception, en fait, est statiquement stable, mais qui quand même a une finalité assez forte et présente. Et finalement, pour terminer, en fait, la question de l'inattendu, en fait, je pense que Jeanne va en parler encore mieux, en fait, après qu'Antoine ait parlé, sur la question, en fait, d'être prêt, en fait, à accepter finalement un projet auquel on n'avait pas forcément pu imaginer au début. Voilà. Donc, pour la suite, pardon. Comment ça va? Il est un peu lent. Il a peu. Voilà. Ça continue. On peut laisser ça avec une chose. C'est pas mal. Ouais. Tu fais les 12. Alors, en fait, ici. Voilà, Revient, là. merci. Donc pour, comme l'a dit Manuel au début, pour illustrer notre propos, notre démarche, on a quand même choisi de parler de notre démarche à travers un projet qu'on a choisi spécialement puisque je pense que c'est un des projets, comme l'a dit Lydia dans son introduction, qui a été passablement vu sous une certaine image, sous une image de magazine, une image d'un projet fini. Et tout notre propos ce soir est justement de parler de l'attitude de l'architecte à travers plutôt un processus de décision qui ne parle pas de l'objet fini, ou qui ne parle pas de la finalité de l'objet. Donc, vous l'avez peut-être compris sur cette image, on va parler donc de la chapelle provisoire de Saint-Loup. Et on va passer à travers juste certaines étapes qui ont appelé des décisions qui sont finalement dans l'inattendu. C'est-à-dire qu'on commence un processus sans savoir absolument quelle va être la finalité du projet. Et si on revient sur l'image d'avant, c'est donc les diaconesses de Saint-Loup, c'est une image de la communauté, d'une communauté de sœurs protestantes qui sont là réunies en 1900 dans leur nouvelle chapelle du site de Saint-Loup. Et donc, sans reparler du processus complet, mais on a été amené donc à réfléchir à leur vie quotidienne d'un ordre religieux protestant dans ce cas-là, qui vivent leur service religieux journalier, quotidien, dans un certain contexte. Et suite donc à un concours pour remodeler entièrement la maison où elles vivent, on a été amené à réfléchir à une chapelle provisoire pendant la durée des travaux. Donc pour nous, architectes, je pense que c'est le premier acte de modestie qu'on doit faire par rapport à un nouveau programme, des nouveaux clients. On n'a jamais construit d'église avant, ni de chapelle, ni rien d'ordre religieux. Et c'est
je pense, ce qui appelle chacun des architectes à réfléchir par rapport aux premières images, à la position de l'architecte dans la société et surtout à la question de l'usage. Donc, la question d'un espace religieux nous est amenée, la question d'un site aussi nous est posée, construire quelque chose même de provisoire à l'époque dans un site assez exceptionnel au pied du Jura avec une ouverture sur les montagnes, les monts du Jura, un site historique constitué aussi de bâtiments qui ont fait la base même de la vie justement de cette communauté. Alors évidemment, quand on réfléchit à un espace religieux, on va procéder par référence et donc ça pose aussi en référence à l'imaginaire. L'imaginaire, je pense, est fait de références que l'on va chercher ou de références que l'on a déjà au préalable. Ici, le plan de la Sainte-Chapelle. Alors évidemment, quand on planifie une petite chapelle provisoire, ça peut paraître immodeste de se comparer à toute l'architecture des cathédrales ou des édifices religieux, mais quand même pour nous, ça fait partie de l'imaginaire qui va nourrir un processus. Et même si on parle justement d'un petit bâtiment provisoire, il s'agissait pour nous de définir quels seraient les critères qui feraient d'un espace construit en bois, puisqu'on avait un préalable un peu pour le bois, j'en parlerai plus tard, qu'est-ce qui ferait de cet espace un lieu sacré, ou disons qui appelle en tout cas à la dimension du sacré. Donc on s'intéresse à différentes références à travers l'architecture romane, les cathédrales et la Sainte-Chapelle, en essayant de réfléchir à l'espace, à la structure, aussi à la prise de lumière. Ici on est dans la cathédrale de Nevers, donc toute la question du rapport à l'extérieur, du rapport à la lumière. Donc de nouveau comme étant des étapes de mise en place d'un certain imaginaire dans le processus, toujours sans savoir absolument dans quelle direction on allait aller, quelle serait la forme de l'objet fini. Il y a aussi dans tout processus de projet la question de l'ouverture. Alors comme je disais, là on est dans un projet complètement inconnu, on ne sait pas comment dans quelle direction aller. Il y a des envies, des idées, des références. Il y a aussi des rencontres. Et là, on parle particulièrement d'une rencontre fortuite, puisqu'en fait, on travaillait à ce moment-là à l'EPFL directement en lien avec le laboratoire qui jouxte l'IBOIS, donc le laboratoire qui fait des recherches à ce moment-là sur la structure plissée, la structure en bois plissé. Nous venions, nous, avec une expérience de préfabrication en bois, et donc c'est juste ça pour rappeler le préalable qui nous était donné, c'est-à-dire un contexte économiquement extrêmement serré, donc, où on s'est intégré, disons, dans une demande du maître d'ouvrage qui nous prévoyait pour sa chapelle provisoire un empilement de containers ou une location de tentes de mariage pendant 2 ans. Et c'est là que, de nouveau, une des décisions de l'architecte dans ce contexte-là peut être celle de l'ouverture. L'ouverture à quelque chose de totalement inconnu, c'est-à-dire dans ce cadre financier, économique très serré, qu'est-ce que l'on pourrait proposer comme valeur ajoutée, disons, à ces différents systèmes de location. Et c'est là que, je le disais, on est venu avec une expérience, disons, de construction en bois préfabriqué qui pourrait rentrer dans ce cadre, disons, économique du projet, et qu'en même temps, on côtoie la recherche, en fait, en cours à l'IBOIS de structure plissée. Ce qui nous a extrêmement intéressé, je passe plusieurs étapes de processus, mais à relever peut-être le caractère ou l'enthousiasme immédiat que l'on a tous eu pour développer ce projet, y compris, et ça je vais le relever peut-être vers la fin, l'enthousiasme des diaconesses elles-mêmes, des sœurs, qui se sont lancées dans l'inconnu total avec le même enthousiasme et le même esprit d'ouverture
que nous. Et donc ça a été l'occasion, et c'est ce que l'on souhaite pour chaque projet que l'on a, c'est de développer finalement un processus qui s'ouvre vers une recherche dans ce cas-là structurelle, puisqu'elle est liée donc au développement d'une structure plissée en panneaux bois qui conjugue nos envies spatiales d'architecture sacrée avec les développements structurels qui avaient lieu à Libois. Donc là, on parle aussi peut-être de la collaboration que l'on peut avoir dans chacun des processus, collaboration dans différents domaines, et la technique et la recherche académique en est un. Donc c'était l'occasion de partir d'un autre imaginaire qui est celui donc de l'origami, de l'art du pli, l'art japonais de créer des formes en pliant du papier, qui est un imaginaire en soi puisqu'il est totalement théorique quand il s'agit de l'appliquer à un processus constructif. Et donc le travail s'est fait en collaboration avec ces chercheurs pour conjuguer de nouveau les différents critères qu'on a pu relever dans l'architecture sacrée, des cathédrales, des différentes abbatiales, qui est les différentes séquences du rythme de la structure, mais aussi une certaine élévation de l'espace, donc un processus de séquence de la nef vers une abside qui se tourne vers l'absolu, vers l'infini. Donc, on passe un petit peu les étapes et on passe aux étapes de construction, qui sont donc l'adaptation d'un processus complètement théorique de l'origami qui est fait d'une épaisseur 0 et qui va vers la construction d'une vraie structure de panneaux bois d'une certaine épaisseur qui va permettre de créer cet espace provisoire de chapelle. Là, l'image est parlante, c'est pour parler du processus qui s'est fait au sein même de cette communauté des diaconesses qui étaient tous les jours participantes au chantier. Elles n'ont pas ni cloué des planches, mais disons, elles faisaient partie de... C'est comme une plante qui a poussé, disons, dans un certain milieu. Et ça, c'est l'importance de ce processus. On voit ici les dernières étapes, toujours avec la présence des sœurs autour du chantier. Et ensuite, l'espace fini, l'espace habité par ces sœurs qui font leur office religieux chaque jour. Et on va finir par l'image que certainement est le plus connue, qui a été le plus véhiculée, et qui justement parle de l'espace fini, d'une architecture finie, d'une image qui ensuite est reproduite en fait à travers les différents médias, mais qui nous semblait importante de remettre en question ce soir par rapport à cette modestie, c'est-à-dire à peut-être la question de l'architecture objet qui peut être certainement ou certaines fois remise en question. Et c'est par rapport à ce projet spécifiquement-là que l'on voulait parler justement du processus de l'architecte qui va vers l'inconnu, qui poursuit son développement étape après étape, décision après décision, en toute humilité, pour arriver à un objet qui répond vraiment à l'usage quotidien en l'occurrence des diaconesses de Saint-Leu. Voilà, c'était pour, disons, clore, imager le processus architectural et l'imaginaire dont on voulait parler. C'est cohérent. Alors j'enchaîne. Donc quand je discutais que mon épouse, que je devais faire cette intervention, mon épouse est historienne de l'art, alors je lui dis que ce sera sur modestie, architecture et péril de l'imaginaire. Puis elle me dit, mais évidemment tu dois parler des architectes de papier. Ah, je ne sais pas du tout qui c'était.
Et alors, du coup, modestement, j'ai découvert quelque chose. Alors, je vous parle d'un coup de cœur d'il y a 4 jours environ. Donc, c'est Alexandre Brodsky et Ilya Utkin. Vous trouverez les références, j'imagine, en regardant sur Wikipédia. Donc, c'est des architectes de l'Union soviétique. Ils ont fait leur école d'architecture en 78 environ, sous Brejnev. Et ils ne voulaient rien construire sous Brejnev. Et donc, ils se sont dit, on s'abstient. C'est beau. Et de ce fait, ils sont mis à imaginer des architectures. C'est clairement de l'art. Ils voulaient pas... ils ne pensaient pas que ce serait construit un jour et qu'en attendant qu'il y ait plus de liberté d'expression et que le style stalinien s'effondre, on allait faire juste des architectures de papier. Bon, alors, ils ont travaillé à deux pas mal d'années. Ils ont fait des concours, je ne savais même pas que ça existait, des concours d'architecture destinés à ne pas être construits. Et on devrait en faire, c'est passionnant, je pense, l'architecture libre, donc qui n'est pas destinée à être construite. Ils ont, je crois, gagné des concours d'architecture destinés à ne pas être construits pendant une vingtaine d'années. Et il y a des très belles gravures, je vous montre après. Et vers la fin de sa vie, ça devient passionnant, cet architecte Brodsky a décidé, il s'est laissé convaincre, et donc il a construit 2-3 petites choses. Alors je commence avec ce qu'il a construit. C'est un bâtiment qui n'est pas sans rappeler certaines chapelles provisoires de Saint-Loup d'ailleurs. Donc c'est un pavillon à vodka qui joue sur la transparence, comme la vodka est transparente. Et en plus, il est posé sur un lac gelé. Les Russes adorent aller sur des lacs gelés, creuser un trou et pêcher. C'est un sport national. Ou alors faire le mort, c'est-à-dire se mettre dans l'eau glacée et ressortir et puis se sentir un homme, un vrai. Il y a eu d'autres choses qu'ils ont construites et c'est très étonnant. C'est un pavillon sur lequel on peut monter, aller jusque sur la terrasse, fait autour des portes. C'est entre ce qui est l'espace intérieur, l'espace extérieur, tout est tourné vers l'extérieur. C'est un autre pavillon, je crois que c'est aussi un pavillon à vodka, décidément cet homme. Aussi très, très modeste, même quand il construit, il ne fait pas dans le grandiloquent. De l'intérieur, ça donne ça. Là, c'est basé sur la fenêtre. Ça a l'air très poétique, mais si on va dans des dachas russes, pas celles qui appartiennent aux oligarques, mais la vraie dacha, c'est un tas de boue, enfin c'est rien, c'est un cabanon, le vrai dacha. Et vu que c'est tous un peu des bricoleurs, ils font tout eux-mêmes, ça donne des parois faites de fenêtres. J'ai déjà vu ce genre de choses. Pour nous, c'est très poétique, et pour un Russe, ça lui parle vraiment de son quotidien quand il va à la dacha. Quand on va à la dacha, vu que c'est très facile d'entrer, j'ai vu des Russes qui enterrent leur couvert. Parce que de toute façon, ils savent que pendant l'hiver, la maison sera visitée. Donc il faut enterrer, planquer les 2-3 trucs, genre couteau, fourchette qu'on a. Voilà leur architecture de papier. Donc ça, c'est ce qu'il fait avec Utkin. Là, c'est une ville sous forme de colline, une colline percée. On retrouve certaines images qu'on a déjà vues de la Renaissance. Ils travaillent beaucoup sur l'histoire de l'art et ils viennent avec leurs propositions. Ils exposent actuellement, lui, Brodsky expose à Berlin, donc c'est pas si loin si vous voulez aller voir. Il y a une fondation qui expose jusqu'au mois de juin. C'est gravure. Donc c'est une villa pour claustrophobes. Non, j'avais en arrière. La villa pour claustrophobes, c'est pas le Rolex Center, c'est très drôle. C'est une villa pour claustrophobes, donc, avec un puits central. Voilà. À propos de modestie, je me suis dit, j'ai fait un livre sur le Rolex Center avec Francesco Della Casa, qui est sorti pour l'inauguration de ce bâtiment. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que il
se veut modeste, c'est-à-dire c'est le plus bas du site de l'EPFL. Il y a des bâtiments beaucoup plus hauts, il y a des bâtiments presque qui ressemblent à des tours. Celui-là, non. Celui-là, c'est un rez-de-chaussée qui monte au premier étage et redescend. Ça va, c'est pas très impressionnant quand on raconte comme ça le bâtiment. Il a reçu donc le premier prix, c'est celui qui devait être construit. Il semble que quand les architectes les ingénieurs ont vu ce qui devait être construit, ils ont dit, mais vous savez que c'est impossible. C'est-à-dire des coques percées, on n'a jamais réussi à en construire. Des coques, on sait faire, mais pas des coques percées. Du coup, c'est un bâtiment qui ment. Il a l'air très léger, mais il y a une ossature métallique gigantesque. On a dû construire dans le toit du parking, c'est comme des cordes, puis on a construit des arcs au-dessus, et après on a coulé du béton dans ces arcs. On a inventé un béton pour le Rolex Center, parce qu'il devait être pas trop rigide et pas trop fluide. On a dû mobiliser les 3 centrales à béton pour tout un week-end. Il n'y avait plus de bâtiments construisibles en Suisse romande pendant qu'on coulait ce béton. Et bon, actuellement, il est fréquenté par des ministres, des présidents de la République, mais normalement, il y a des étudiants dedans. Ce qui m'intéressait dans ce bâtiment, c'est devenu un totem, le totem d'une région, puisque quand il y a le ministre des Affaires étrangères américains, iraniens et français qui se retrouvent, finalement, ils finalisent un accord dans ce bâtiment, et pas dans un autre lieu. Ça devient un totem couché, et donc il devient de fait très immodeste, on ne voit que lui. Bon. Les photos, je les ai prises juste avant l'inauguration, c'est pour ça que tout est vide. C'est dur de trouver ce bâtiment aussi vide. Et puis l'inauguration. Alors après, je suis parti dans une autre direction en me souvenant que le sommet, le péril de l'imaginaire, une des pires horreurs, c'est lorsqu'on veut imposer quelque chose. Et j'ai pensé à Albert Speer. Voilà, alors ce qu'il y a de passionnant avec lui, c'est un monstre très intéressant. Alors il est devenu l'ami du Führer très vite, et il a planifié cette esplanade Zeppelin à Nuremberg, qu'il a construite d'ailleurs, et pour convaincre le Führer de ce projet, il lui a montré l'œuvre telle qu'elle serait dans 1000 ans. Donc l'Empire devait durer 1000 ans, le Reich. Donc il a montré ce que sera ces ruines fantastiques dans 1000 ans, puisqu'il pensait que le Reich durerait autant que l'Empire romain environ, et que les ruines romaines sont très belles à voir, donc il voulait faire de l'architecture qui allait durer 1000 ans et serait belle à voir encore dans 1000 ans. Du coup, il a développé, là ça devient la folie furieuse, la théorie de la valeur des ruines d'un édifice. Alors je ne pensais jamais que dans une intervention publique, j'allais citer un chef nazi, mais c'est comme ça, des fois c'est possible. Donc, ouais, c'est ça, je respire bon coup. Il explique, et vous, chez vous le nez, j'en sais rien. Il explique donc, des édifices construits selon des techniques modernes étaient sans aucun doute peu appropriés à jeter vers les générations futures ce point de tradition qu'exigeait Hitler. Il était impensable que des amas de décombres rouillés puissent inspirer un jour des pensées héroïques, comme le faisaient si bien ces monuments du passé qu'Hitler admirait tant. C'est à ce dilemme que ma théorie voulait répondre, en utilisant certains matériaux ou en respectant certaines règles de physique statique. On pourrait construire des édifices qui, après des centaines, ou comme nous aimions à le croire, des milliers d'années, ressembleraient à peu près au modèle romain. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'a eu lieu la fameuse cathédrale de lumière. Et je reviens en arrière. C'était pour la grande cérémonie en 1936, je crois, des nazis.
Ce qui est intéressant avec Albert Speer, donc il a imaginé son bâtiment en ruine. À la limite, ce serait intéressant que des architectes montrent leur bâtiment tel qu'il sera dans 50 ans. Pas besoin d'envisager 1000 ans, mais Sana aurait pu montrer le bâtiment dans 50 ans. Je ne sais pas comment sera son béton dans 50 ans, celui du Relais Center. De quoi ça aura l'air. En tout cas, aujourd'hui, on est environ 70 ans après, son bâtiment ressemble à ça. Il est assez... il tient debout. Albert Speer est vraiment un monstre passionnant. Donc, il a réussi... Donc, il était ministre de l'architecture, architecte du Reich. Puis après, Hitler l'a nommé responsable de l'armement. Donc, c'est lui, grâce à l'effort d'Albert Speer, qui est un très bon programmateur et organisateur, il a réussi à faire que le Reich survive jusqu'en 1945. Il a été jugé à Nuremberg, il a fait 20 ans de prison. Mais il a été si malin qu'il a réussi à ne pas se faire exécuter. Il était tout à fait désolé, il ne se rendait pas compte que, et ainsi de suite. Il a été libéré en 1966, et en 1971, là ça devient vertigineux, il accorde une interview à Playboy. On a Eros et Thanatos dans le même numéro. Un des plus hauts gradés nazis accorde une interview à Playboy. Donc il est mort en 81, libre pendant les 20 dernières années de sa vie environ. Les 15 dernières années. Et puisqu'on a évoqué mon guide de voyage, je voulais vous en parler un peu. Je fais le guide de la Pamukkale, mais quand je parle de la Pamukkale, il faut que je me lève, c'est pas possible autrement. Par respect pour les Pamukkales. Donc, le livre est sorti en 2003. Il y a un illustrateur, un dessinateur qui a voyagé dans le pays avec moi, c'est Pierre-Alain Bertola, il m'a fait les plans de ville. Le pays est situé entre la Turquie et la Syrie. La capitale s'appelle Kibrit, posée sur l'Euphrate, surnommée la Shanghai du Sud, la Genève des Sables aussi. Ce sera à vous de vérifier quand vous serez sur place. Il y a différentes villes, je parle de 7 villes dans le pays. Là, c'est la ville de Nesimtsit, du désert de Nesimtsit. C'est une ville passionnante parce qu'elle est organisée autour... C'est une ville de nomades à la base. Et la seule possession d'un nomade qui traverse le désert, c'est avoir un tapis sous ses pieds quand il arrive à destination ou qu'il fait une étape. Il ouvre son tapis et il est à la maison. Et là, c'est des marchands de tapis qui ont décidé de fonder une ville. C'était il y a 3 siècles. Et le centre-ville est resté tel quel, c'est un immense tapis. Vous pouvez marcher dessus. On voit tout le tapis au centre. Après, on a construit une gare, etc. Mais à la base, tout est... le centre était un immense tapis. Vous pouvez encore le voir quand vous serez sur place. Il y aura une bonne portion du centre-ville. Alors, il faut enlever les chaussures quand vous serez au centre-ville. Sur la droite, vous voyez l'arbre de Laurence d'Arabie. On ne sait toujours pas si c'est l'arbre contre lequel il a lancé un noyau d'olive ou uriné contre. Mais c'est l'arbre de Laurence d'Arabie. Une ville que vous devez fréquenter, forcément, c'est la ville de Rouchinaz, qui se trouve aussi dans le désert, mais c'est une ancienne route de la soie. Et elle est organisée, le centre, et toute la ville, en fait, à part 3 bâtiments durs, c'est des petites maisonnettes sur roulettes, des échoppes. Donc, chaque matin, on ouvre les échoppes, et puis vous pouvez acheter des choses, et le soir, tout le monde remballe le matériel et déménage. Donc, c'est une ville sur roulettes. Alors, le CNRS a envoyé des observateurs, des urbanistes, des sociologues, pour comprendre comment fonctionne une ville dont le centre-ville déménage en banlieue chaque matin, et inversement. Mais on ne les a jamais retrouvés. Ils se sont perdus, et il semble que finalement, ils ont fini par s'installer. Dans cette ville, surtout tombez pas malade, parce que si vous ne trouvez pas le dentiste jusqu'au soir, le lendemain, il faut tout recommencer. Là, sur la colline, vous voyez un temple. C'est un temple montariste. Ça vient de Mantar, qui veut dire montagne en langue kale. Et les Pamukkales sont montaristes, c'est-à-dire ils respectent Noé et ils représentent toujours au sommet d'une colline l'arche de Noé.
Le Corbusier a construit un temple au Pamukkali. Au nom de quoi? Mystère. Donc il a construit un temple au Pamukkali. Si vous ouvrez un billet si vous prenez un billet de 10 francs, vous pourrez voir le plan du temple construit par Le Corbusier. Je vais prendre un billet de 10 francs. Voilà. Donc sur votre billet de 10 francs, vous avez le modular, vous avez 2-3 choses faites par lui, la fameuse photo où il lève les yeux, et puis il y a un rectangle de couleur violette, c'est le temple construit par Le Corbusier à Kibrit, la capitale de la Pamukkali. Il était sur la route de Chandigarh, il s'arrêtait en Pamukkali pour construire cet objet. Alors il y a une tradition Pamukkali, c'est d'offrir un morceau de nougat de la taille de la langue de son invité. Et en fait le principe c'est qu'on a ce morceau de nougat sur la langue, on ne peut plus parler. Donc pendant une dizaine de minutes on se tait et on est heureux. Et Le Corbusier a refusé bien entendu parce que l'idée de se taire pendant 10 minutes l'exaspérait. Mais le morceau de nougat refusé par Le Corbu a été conservé au musée des insultes définitives de Kibrit. Donc, il y avait juste une dernière image que je voulais montrer, c'était la Zerch, c'est une voiture que le dictateur Bourdayan a voulu fabriquer en Pamukkali, entièrement Pamukkale, et il s'est dit je vais faire plus fort que tout le monde, il a fait une 6-6, qui ne fonctionne pas bien entendu, et c'est l'occasion de mentionner Bourdayan, donc il a régné ce pays de 1932 à 2001. C'est le plus long règne, c'est pour ça qu'on n'a plus entendu parler de la Pamukkali. Parce qu'on a fermé le pays pendant si longtemps, et les gens oublient que ça existait carrément. Alors ils ont fait une révolution, les Pamukkales, et comme ils sont un peu malheureux et qu'ils n'ont pas de chance, ils ont choisi le très mauvais jour. Ils ont fait leur révolution le 11 septembre 2001, ce qui fait que personne n'en a parlé, mais le pays est ouvert, fréquentable et visitable. Et il y avait dans le pays une comptine qu'on chantait, évidemment sous le manteau, une comptine qui disait tout ce qu'on allait faire à Bourdayan le jour où on allait l'attraper. Et c'est une longue comptine que les adultes chantaient autant que les enfants, et je vous propose d'écouter ce document exceptionnel. Mucce, muccere, cara tu fracassa. Mucce, muccere, cara tu fracassa. Mucce, muccere. Bordayan, cara tu fracassa. Bordayan, cara tu fracassa. Bordayan. Mucce, muccere, cara tu fracassa. S'accapò la cucciere, cara tu fracassa. S'accapò la cucciere, cara tu fracassa. Mucce, muccere, s'accapò la cucciere. Bordayan, cara tu fracassa. Bordayan, cara tu fracassa. Bordayan. S'accapò la cucciere, cara tu fracassa. Voilà, donc on sent tout un peuple, toute la rage d'un peuple. La musique est composée par le Boulouris Cantut et les paroles, je crois que c'est de Christian Denisard. Ce qui est intéressant, c'est que je faisais des conférences sur la Pamukkali, je fais juste un petit extrait là, et à la fin, il y a un spectateur qui me demande « Mais vous immigreriez en Pamukkali, vous iriez vous installer ?» C'était une super question. Et je me suis rendu compte que c'est un pays de merde. Avec une dictature, avec un type qui a repris le pouvoir, je raconte ça, qui a pris le pouvoir mais qui n'a fait aucun procès et qui certainement va tout laisser en place, le système de corruption, enfin, voilà, ce qu'on connaît tous quand une révolution est ratée et que c'est juste une révolution de palais. Donc j'ai imaginé un lieu qui n'est pas du tout fréquentable. Je préfère y aller en tant que touriste qu'immigrer. Donc le péril de l'imaginaire, c'est ça, c'est que mieux vaut fréquenter certains endroits comme touriste que comme immigré. Et c'est ces grandes paroles que j'ouvre le débat.
voilà, il y a plusieurs thèmes moi, qui m'intéressent en tout cas de débattre avec vous et puis avec vous autour de la table, mais vous tous dans la salle. Alors, bon, le récit est peut-être ce qui fera maître mot dans la soirée, avec les histoires que raconte Eugène ou les histoires que vous avez racontées sur vos projets réciproquement. Et puis je me demande si on ne vit pas d'une certaine manière dans une époque où on a besoin de récits. On a besoin qu'on nous raconte des histoires, etc. Et puis, même l'architecte, en tant que, est devenu un conteur d'histoire. Je ne sais pas si c'est dû au PowerPoint, à tout un tas de dispositifs qui font qu'on est amené à raconter des histoires vis-à-vis de nos clients, on est obligé, vous avez parlé du processus, on est obligé de le raconter, etc. D'ailleurs, je trouve très intéressant que vous ayez parlé de ça, parce que j'avais une question qui est, pour moi, j'ai vu l'autre face de votre site internet, en fait, qui est passionnant pour tout un tas de choses, puisqu'on voit... Quelle autre face? Je la connais pas. Bah, justement, ce soir, j'ai vu la face que je ne voyais pas dans le site internet de Local. Votre site internet, il est passionnant, parce qu'il y a tout un tas de projets, des concours, etc. Mais vous ne représentez que l'architecture construite, produite, ou telle qu'elle sera produite, les images de synthèse. Mais jamais l'histoire, en fait. Il y a très peu de données. Même la chapelle, moi, j'imaginais, je ne connaissais pas votre histoire, mais j'imaginais que c'était l'origami qui vous avait inspiré, mais je ne savais strictement rien, en fait. Donc, bah là, j'ai vu autre chose ce soir, et puis, vous, Philippe de Morcier, je trouve que je m'attendais assez bien à écouter des histoires sur vos projets, puisque sur votre site internet, par exemple, vous voulez montrer tous ces éléments d'histoire, les diagrammes, les maquettes d'essais, etc., etc. Vous présentez le projet à travers une histoire, alors qu'en tout cas sur votre site internet, on ne voit que l'objet fini. Et puis je trouve que on a quand même un écrivain qui est un excellent conteur d'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écrivains, mais c'est vraiment ton métier, disons, de raconter des histoires. Donc, peut-être une question un peu large, mais quel est votre sentiment et votre rapport au storytelling, au fait de raconter des histoires en architecture, écrites, etc. Je me permets de commencer en prenant le micro parce qu'il y a une anecdote assez intéressante par rapport à la chapelle, puisque sur notre site internet, jusqu'à il y a peu de temps, elle était encore présentée comme chapelle provisoire de Saint-Loup. Et ça nous est arrivé plusieurs fois que des gens qui viennent visiter l'école à Bois-Genou, des groupes qui viennent visiter l'école, nous disent « Ah c'est dommage, on aurait bien voulu visiter aussi la chapelle, mais elle est provisoire, elle a duré 10 ans et elle n'existe plus. » Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour nous, on avait assimilé cette histoire de la chapelle qui était prévue comme étant un bâtiment provisoire qui devait ne durer que le temps d'un chantier et qui petit à petit a eu sa propre vie, son propre développement, et elle existe encore aujourd'hui. Et malgré tout, on continue de l'appeler chapelle provisoire, malgré la pérennisation et des travaux qui ont lieu juste maintenant, actuellement, pour améliorer les détails et puis éviter qu'elle devienne une ruine, parce qu'elle allait de loin pas durer 1000 ans, comme on pouvait l'imaginer Albert Speer. Ah oui, non, si je faisais signe à quelqu'un d'autre dans la salle. Non, alors pour rebondir sur ça, et pour générer un petit peu du débat, j'aimerais mettre ça aussi en perspective avec une autre chose qui a été dite aujourd'hui. Donc mettre le storytelling en perspective d'une autre chose qui a été dite ce soir, sur la modestie et l'époque de crise des années 90, et le possible retour de Herzog et de Meuron à leur architecture des années 90 dans un élan de modestie. J'ai pas lu l'article, je suis désolé, je ne sais pas exactement quoi il traite, je pense qu'il est très bien. Mais évidemment, je me pose une question par rapport aux années 90 que j'ai vécues en tant qu'enfant, et à la modestie qui était autour. Et moi, c'est vrai que moi, en tant qu'architecte, je suis un architecte du storytelling, je suis un architecte qui raconte des histoires, je suis un architecte qui aime aussi qu'on me raconte des histoires. J'aime bien entendre des trucs, et puis j'aime bien entendre toute l'histoire qui entoure un bâtiment, plus que le bâtiment lui-même, en fait. Un bâtiment, en tant qu'objet, me raconte absolument rien du tout. Par contre, l'autre week-end, quand j'étais à Hambourg avec mon pote qui est ingénieur chez Nespresso, qui me dit « Waouh, c'est génial, t'as vu ce bâtiment il fait comme les vagues de l'Elbe, c'est trop beau, c'est hallucinant, c'est super. » Pour lui, ce bâtiment lui raconte une histoire. Et du coup, le storytelling qui est en lien avec ça
me paraît à moi vachement intéressant. Je m'arrête là, je garde des cartouches propres. Non, j'ai pas envie d'accaparer ça. Je pense que c'est l'époque du storytelling. J'ai fait un peu de journalisme, je voyais les journalistes autour de la table pour vendre leur sujet. C'était l'époque où l'hebdo, il y avait beaucoup de journalistes, et donc il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Alors ils se battaient en trouvant des phrases d'accroche, comment leur histoire allait accrocher le rédacteur en chef pour aller plus loin et faire son enquête. Que ce soit un produit maintenant, fine food de la COP, il y a l'histoire qui va avec le produit, d'où il vient, quelle est l'origine, l'histoire. Il paraît que des paysans faisaient ça comme ça au 19e siècle, le gâteau aux noix, j'en sais rien. Donc l'histoire qui va avec l'objet est aussi importante que l'objet. Quand le président de n'importe quelle république fait une bêtise, il a envie de passer à une autre séquence. C'est ce que disent les gens qui font la com et les journalistes aussi. La séquence continue, le président voudrait passer à une autre séquence. Donc ça veut dire que tout son mandat présidentiel est un film et que pour l'instant il est dans une mauvaise séquence. Bon, pour moi ça me va bien si... On demande souvent des histoires et je vois qu'on a besoin d'histoires, que ce soit dans un journal ou dans d'autres cadres totalement inattendus, on attend nous des histoires. Donc c'est vrai que je ne sais pas très bien jusqu'où on ira avec cette envie d'histoire, mais que ce soit le président ou le directeur d'un groupe, d'une marque, il raconte son histoire. Il est mis en avant parce qu'il raconte une histoire et il incarne une histoire et une marque. Ouais. Je tiens juste à dire aussi que dans la vallée de la jeunesse, par exemple, au-delà de raconter des histoires, tu racontes même l'histoire de comment tu en es venu à écrire ces histoires-là. Donc c'est même, c'est vraiment exactement comme ce qu'on fait nous en tant qu'architectes, de raconter un projet. Toi tu racontes le pourquoi du projet. Bon, par rapport à l'architecture, je me sens assez proche. Quand Local raconte qu'avant de commencer leur chapelle, ils essaient de voir comment est faite la Sainte Chapelle. C'est pareil pour moi, quand je commence, pour d'autres écrivains aussi, quand on commence un projet, un roman d'aventure, on essaie de voir quels sont les 3 grands romans d'aventure pour voir qu'est-ce qui se fait dans la région du paysage où on voudrait poser notre roman. Donc oui, de ce point de vue-là, je suis assez proche de ce genre de discussion et de réflexion, d'élaboration d'un objet. Oui. Non, celui-là il marche. Oui, il marche aussi. Dans le storytelling, je trouve qu'on en fait une grande histoire ce soir. Je pense que ce soir on vous raconte l'histoire d'un processus parce qu'il est intéressant en comparaison avec l'idée d'une image finie. Et ça relance votre question sur le site internet. On ne va pas s'allonger longtemps là-dessus. Le site internet, c'est une vitrine de quelque chose de fini. Donc on répond à ça par présenter des images finies. C'est très difficile de parler d'une histoire, l'histoire d'un processus sur internet. Et je pense qu'il faut plutôt relancer, et pour nous c'est la question la plus importante dans votre introduction, et d'opposer l'image d'un bâtiment fini à son atmosphère, à sa présence. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'atmosphère d'un bâtiment, et donc l'usage, ou comment on se sent dans un bâtiment fini, terminé. Et donc le storytelling, oui, c'est bien pour expliquer le processus, comment on est arrivé là, pour remettre en question l'image finale qui peut avoir l'impression d'avoir été une image comme un but ou le processus qui veut arriver à une certaine image. Là, on a essayé de parler de l'inverse, c'est-à-dire un processus qui va vers l'inconnu, et il y a une image finie, mais qui ne nous intéresse pas en soi, puisque ce qui nous intéresse, c'est le vécu, c'est l'usage, c'est l'atmosphère, la présence du bâtiment final dans un certain lieu, dans un certain contexte, qui peut parler de l'effacement, qui peut parler de l'autonomie, qui peut parler de plein de choses en soi. Mais c'est de ça dont il faut parler. Et un site internet ne retranscrira jamais le lieu en soi, le vécu d'un lieu. Donc, façon internet, c'est pas grave. C'est aller sur place et c'est ça qui est important.
surtout, peut-être tu n'as pas trouvé le site où on dit tout. Donc, il y a un site qu'on a fait, donc on explique qui on est, comment on fait, mais c'est un site secret. Et juste pour dire par rapport à l'objet fini, peut-être je pense que l'objet fini peut-être en dit plus que ce qu'il en est. En fait, quelque part, il y a des projets en fait malgré tout en fait qui n'a pas besoin forcément en fait d'expliquer, en fait peut-être qui reflètent aussi un certain processus. En tout cas, on l'imagine quand même qu'il y a quand même des traces à l'intérieur. Et puis Dieu merci que ça existe. Enfin, quand même quelque part, quand on voit de l'architecture, ben, je pense que justement, c'est qu'on a quand même un rapport à l'architecture en fait avec différents plans, en fait, une certaine transparence en fait au niveau de ce qui a été fait, et puis pas seulement un objet en fait qu'on peut consommer directement et que finalement on quitte comme on l'a quitté, puis on se souvient juste d'une image. Enfin, voilà, ça c'est peut-être une croyance, mais je pense qu'elle nous motive tous peut-être à faire des projets aussi, parce qu'on croit que finalement, un bout de ces longues explications en fait, qu'on peut donner sur tel et tel projet, ou enfin, ces grandes conférences qu'on peut donner en fait, pour expliquer un projet, finalement, en fait, que dans un projet, finalement, on ait quand même une part, en tout cas une petite part de ces explications-là. C'est ce qui fait qu'un projet en fait, ait une certaine, comme le disait Antoine, Manuel, une certaine présence aussi, et puis une certaine... un petit côté métaphysique en fait qu'on aime bien. Voilà. Non, et puis ça, je crois qu'alors autour de la table, on est tous d'accord sur la nécessité de la qualité à la fin d'un produit architectural. Pour reprendre l'exemple de l'olive noire de chez Denner, je sais pas quoi, si l'olive est dégueulasse à la fin, de toute façon on va pas la manger, même si l'histoire elle est super, on va passer à côté. Et puis peut-être le storytelling est intéressant pour ça, qui permettent de comprendre les clés de la personne qui l'a fait, ils permettent de se mettre dans le processus justement de comment est-ce qu'on est arrivé à ça, comment est-ce qu'on a créé une géométrie qui est devenue quelque chose de très fancy, qui est devenu quelque chose de très élégant, qui est devenu quelque chose de très publié, comme vous le disiez avant, mais qui a une genèse hyper intéressante. Et dans ce sens-là, je trouve que le storytelling permet aux spectateurs de pouvoir entrer dans une architecture. Et je ne dis pas qu'il faudrait à l'entrée de votre chapelle avoir une explication sur toutes les choses, mais j'ai l'impression que l'architecture peut passer des fois comme étant quelque chose de très abstrait aux yeux d'un public non averti, ou même face à des architectes. Des fois l'architecture passe pour un truc très abstrait. Et l'histoire qui va avec, ou la possibilité de raconter cette histoire, me paraît intéressante. D'où l'intérêt aussi d'une forme d'architecture qui permet de discuter d'un certain nombre de choses, qui permet d'exposer un certain nombre d'idées, qui permet de se demander si le Learning Center est un monument ou pas, qui permet... Enfin bon, non, je crois que tout le monde a la réponse, mais ça permet un certain nombre de choses. Mais le livre doit être bon à la fin, sinon on ne rachète pas. Je crois qu'on est tous d'accord. Moi j'avais une question pour Eugène. Donc tu écris dans la revue Tracé en parlant de choses qui n'ont souvent rien à voir avec l'architecture, le G20, ton album photo, un sculpteur lausannois, la maison de ton enfance. Et c'est un public d'architectes et d'ingénieurs exclusivement. Quel est le but en fait? Mais ce micro fonctionne? Oui, non, il faut appuyer sur le bouton rouge. C'est ça, vous là? Alors oui, il y a un lien avec l'architecture, bizarrement, parce que là où je m'en suis sorti, quand Francesco de la Casa m'a proposé de faire une chronique, il m'a dit que c'est le magazine du territoire Tracé, et tout est territoire. Ça va, je suis à la maison partout si c'est le magazine du territoire. Donc je parle de la maison de mon enfance, c'est du territoire. On a tous la maison de son enfance, et je parle de ce petit bout de territoire-là. Quand il y avait, je ne sais plus, tu disais, la première... Le G20. Le G20, c'est-à-dire de la géostratégie, comment les grands groupes s'organisent. J'étais dans une discussion et j'apprenais qu'il y avait surtout le G2 qui compte. J'étais là, quoi, G2? Et le G2, c'est Amérique-Chine. Il faut d'abord que c'était des diplomates qui parlaient entre eux. J'assiste à la discussion et ça veut dire qu'il faut d'abord que le G2 se mette d'accord, la Chine et les États-Unis.
Et ensuite, le reste du monde, le G8, G7, G20 et autres. Donc, pour moi, là, c'était une autre manière de parler du territoire, la géostratégie du territoire. Alors, c'est le magazine du territoire, puis j'ai vu aussi plutôt de certaines techniques. Alors, il y avait, de temps en temps, il y avait des œuvres d'art avec une technique spéciale. J'en parle. Il y avait des œuvres d'art exposées à Art Basel en ferrofluide, c'est-à-dire 2 aimants en haut et en bas, et puis c'est une espèce de pâte en ferrofluide, et quand on allume le système, ça fait une œuvre d'art qui flotte. Il y a 1 centimètre au-dessus, 1 centimètre en dessous, et chaque fois une autre forme. Chaque forme est différente. Bon, là, du coup, c'était parler d'une sculpture qui vole. Physiquement, elle est à droite, enfin haut et en bas, elle n'est reliée à rien. Alors c'est le magazine du territoire et des nouvelles techniques, alors des ingénieurs, je m'en sors comme ça. Ils m'ont engagé parce qu'il fallait que j'aimais bien me promener. À l'époque, j'habitais à Bâle, je leur parlais du nouveau bâtiment de Morgert et Deguelo, la tour qui venait d'être construite. Je raconte à Francesco de la Casa, je suis rentré là-dedans, on aurait dit que j'étais dans Playtime de Jacques Tati. Des bâtiments entièrement vides, on me demande si je veux m'installer à une table, si j'ai réservé alors qu'il y a 0 table prise, etc. On aurait dit le film de Tati. Donc oui, il y a un lien avec l'architecture à chaque fois, je suis peut-être le seul à le voir, peut-être. D'ailleurs, ça fait une bonne transition vers un autre sujet que je voulais aborder, c'était l'architecture inattendue. Alors peut-être que ta chronique est inattendue par rapport au sujet du numéro, parce que je ne vais pas forcément la voir d'ailleurs, je crois. Et vous m'entendez là, c'est bon. Et puis tout à l'heure, vous parlez d'architecture inattendue. Moi, je reviens juste, je fais une micro-parabole sur storytelling, parce que je voulais en parler principalement parce qu'il véhicule un imaginaire. Alors, mais le fait de ne pas raconter l'histoire véhicule aussi un imaginaire. Moi, je pouvais m'imaginer tout plein de choses sur votre chapelle, sur des projets, etc. etc. Mais l'architecture inattendue, alors, on en a parlé à travers le processus. Moi j'étais pas, mais à la leçon d'honneur de Jacques Lucan, il a beaucoup parlé de l'archaïque et du sublime, donc aussi des formes qu'on générait qui n'avaient aucune référence à d'autres références historiques, etc. Et puis, Eugène, je crois que tu nous disais dernièrement que tu vas commencer un livre, ou tu l'as fini peut-être, qui n'est qu'une série d'histoires qui commencent, mais qui ne se termine pas. Et disons, j'ai une question générale sur la surprise ou l'inattendu que vous attendez dans vos projets. Est-ce que c'est un leitmotiv fort de créer de l'inattendu, de créer une surprise dans le site incroyable de la chapelle, ou dans des projets que vous avez faits, ou même dans les... clairement pour les débuts d'histoire, c'est pas de la surprise, c'est tout l'imaginaire qu'on pourra se faire, que le lecteur se fera. Mais est-ce que c'est un leitmotiv important, ou pas tellement d'ailleurs? Bon, j'espère qu'on aurait pu, ou j'aurais espéré qu'on aurait pu écrire ce livre ensemble. C'est l'histoire de l'inattendu, c'est l'histoire de l'architecture. Je pense que tous nos projets sont que le début d'une histoire. Et quand on parle justement d'images finies, d'images véhiculées, ce ne sont pas des images finies. Et l'histoire de Vesper le démontre. Donc c'est que le début d'une histoire, l'histoire de la chapelle aussi, puisqu'effectivement elle était provisoire, elle ne l'est plus, mais elle l'est quand même. Donc c'est que des débuts d'histoire qui se prolongent plus ou moins. Donc c'est ça qui est important. Et ce qui est important de dire par rapport à ça, à l'imaginaire, à l'inattendu, c'est que je pense que c'est ce qui fait l'enthousiasme du métier, du travail, et c'est un peu ce qu'on voulait dire ce soir, c'est que chacun des processus de projet est une histoire en soi, est une histoire de vie, une histoire de rencontre, une histoire de problème, une histoire de... C'est vraiment des processus hyper compliqués, inattendus en soi, et qui font l'intérêt de ce qu'on fait. Ça, je crois qu'il faut le dire. On parle d'architecture, je trouve, de manière un tout petit peu trop sérieuse. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir Eugène ce soir. Je pense que l'architecture est sérieuse. On construit dans le domaine public. L'architecture doit être prise au sérieux. Je pense qu'on peut en parler de manière moins sérieuse. C'est-à-dire que, et c'est là que je pense que nos discussions sont sympathiques, mais j'aimerais plutôt
entendre les gens ici dans la salle sur cet enthousiasme qui doit faire chaque projet d'architecture, chaque livre que tu débutes, comme un début d'histoire justement, dont on ne connaît pas la fin. Avant de lancer le micro. 3 mots avant de lancer le micro dans le public. C'est ma chasse électrique. Non, oui, 3 mots pour compléter. C'est que, en effet, l'architecture, enfin notre intervention dans un site ou sur un bâtiment où il n'y a jamais le début de quelque chose, on est toujours déjà en amont dans un processus qui existe déjà, qu'on soit dans la pure nature, dans le plus urbain, dans une histoire forte ou pas. Et on intervient de manière habituellement assez violente, quand même qu'on le veuille ou non, sur un environnement donné. Donc là, c'est clair, dans l'histoire, on crée quelque chose qui est de toute façon inattendu, qui ne se termine jamais comme on l'espérait ou comme on l'imaginait. Et puis en même temps, après, d'une manière plus... au niveau du projet lui-même, en tout cas nous, de ce qui se passe, ce qui émerge de nos discussions et de notre travail, c'est quand même une recherche, on peut dire, permanente de création inattendue, dans le sens où on estime que c'est aussi notre rôle de proposer un projet ad hoc, et donc qui est complètement dimensionné selon des besoins, selon des usages qui viennent de la maîtrise d'ouvrage, qui viennent d'un site, etc. Dans un sens où on se considère comme excessivement contextuel, et donc relativement modeste dans ce sens-là, et que ces volontés, qui sont différentes pour tous, vont faire émerger l'inattendu. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous essentiel, qu'on essaye de faire, on va dire, et qu'a priori, on prend comme notre mission principale. Voilà. Alors, je ne sais pas si je passe le micro plus loin. Je laisse... Je vais le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, alors. Mais Si. Voilà. Vous avez une question à Eugène. Bonsoir. Je voulais juste poser une question à Eugène. Qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire en étant en Suisse? Oui, je viens de Bucarest. J'oublie qu'il y a une mot. Je viens de Bucarest, donc oui, en étant en Suisse, mon imaginaire se nourrit en quittant la Suisse aussi. Bon, du coup, j'ai une épouse russe, alors ça aide à aller ailleurs, aller en Russie entre autres. Mais en étant ici, j'aime bien l'exotisme de proximité, c'est-à-dire faire 2 pas de côté et voir les choses, mon quotidien un peu décalé. Il y a personne ne connaît cet endroit, il y a la cafétéria, des cheminots, des postiers et des gendarmes à Lausanne. C'est au 5e étage de la gare. Avant, les architectes allaient manger au 5e étage de la poste, mais les étudiants d'architecture, c'est fermé. Et il y a dans la gare de Lausanne, si on prend un ascenseur que personne ne prend, on arrive au 5e étage et puis il y a un immense toit et on voit la marquise où s'arrêtent les trains depuis en haut. Voilà. J'ai emmené des gens là-bas, ils avaient l'impression qu'ils étaient ailleurs, que c'était fabuleux et qu'on a juste fait 5 étages en ascenseur. Donc c'est pas très compliqué d'être ailleurs tout en restant dans le quotidien, faire un pas de côté. Alors c'est ça qui me nourrit, mais c'est pas facile d'être dans l'exotisme de proximité tous les jours, c'est dur, ça demande un effort quand même. Mais ça peut être juste aller faire un cours de danse et du coup on rencontre quelqu'un. Mais visiter des bâtiments, j'aime bien ça. Il m'est arrivé un truc très drôle, il y avait la quinzaine d'architecture. Il y avait un bâtiment construit sur la crête à Écu-Blanche, je le visite. C'était un bâtiment d'un architecte fait pour lui et sa femme, donc il s'est lâché, il s'est fait plaisir. Le couple s'est séparé et 3 ans plus tard, mon frère m'emmène dans sa nouvelle maison et c'était celle-là. J'avais visité sa maison à la quinzaine d'architecture. Bon, mon frère est cardiologue, donc ça aide à acheter une villa, contrairement à moi. Et alors donc, il monte sa nouvelle maison et c'est un lieu que j'avais vu, quoi. J'avais été un des 50 visiteurs de cette maison-là. Il voulait m'épater, je lui ai dit, mais je la connais depuis 3 ans, ta maison.
Donc j'avais un rapport unique avec cette maison-là. J'ai vu en tant que visiteur, et puis après je peux fréquenter en m'asseyant dans le salon, discuter avec mon frère. Donc j'essaie de provoquer ce genre de moment. Et vous, quand vous voyagez où? Déjà, j'aime bien voyager dans mes rêves. D'accord, dans les rêves, ok. C'est gratuit, c'est sans limite. Oui. Voilà. Et puis après, je viens aussi du même endroit que vous. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce qu'en arrivant d'un pays très spontané, très désorganisé, oui. On a peut-être une limite quand on arrive en Suisse et on a du mal à trouver toute ces méandres de tout et n'importe quoi. On commence à être très organisé, très structuré, ça on le voit très bien en architecture. Ouais. Et justement, cette question, elle a été posée en lien des références que vous avez amenées. Donc je vois les architectes ont des références qui sont plus ou moins peut-être rapportées dans leurs ouvrages, mais justement en tant qu'écrivain, il y a une essence derrière qui est moins peut-être visible qu'en architecture. Je voulais voir comment maintenant vous nourrissez en fait votre imaginaire dans un contexte qui est peut-être moins... J'essaie de provoquer des rencontres. Une, à propos de Bucarest, je suis retourné en 2001 parce que la Suisse était invitée d'honneur au Festival du Livre qui s'appelait Bucarest, qui est le drôle de nom d'ailleurs. Et j'étais invité en tant qu'écrivain roumain qui vit en Suisse et tout ça. Alors je me suis dit, ok, je vais entrer dans le palais de Ceausescu, qu'il avait construit et rasé un tiers de la vieille ville pour avoir la place. Et c'est un bâtiment de fou furieux, vraiment, qui avait les mains libres. Un peu, Albert Speer n'aurait jamais rêvé d'un truc pareil. Je rentre là-dedans, il y avait des visites guidées, et il y avait des fresques de Raphaël dans les escaliers en marbre. Je demande qu'est-ce qui se passe, parce que Raphaël n'a pas fait normalement des fresques là. Et c'était les restes du tournage du film de Costa Gavras, Amen. Il a fait un film sur les liens entre les nazis et le pape. Pourquoi le pape ne s'est pas prononcé sur les crimes nazis. Et Costa Gavras n'a obtenu aucun droit de filmer au Vatican, bien sûr. Alors il a filmé à l'intérieur du palais de Ceausescu, parce que personne ne sait comment est l'intérieur du Vatican. Donc il a décrété que ces palais, ces escaliers de marbre, les corridors couverts de marbre, de travertin, ça faisait tout à fait Vatican. Et il y avait encore les restes des fresques qu'il avait posées pour qu'il y ait quand même un lien avec le Vatican direct. Alors voir le palais de Ceausescu avec des fresques, enfin des fausses fresques de Raphaël, c'était vraiment unique. Enfin, un moment surréaliste. Sinon, d'autres questions? Moi j'ai une question pour toi. Enfin, j'ai juste une question. Le fait de créer un pays de toutes pièces, en fait, c'est une volonté pour... Enfin, est-ce que par exemple, tu parles de pouvoir, enfin, on a parlé d'Albert Speer, ouais. Enfin, on a parlé de la création d'un pays imaginaire. Est-ce que tu aimerais prendre le pouvoir? Enfin, il y a quelque chose, en fait, je trouve assez intéressant, enfin, dans une attitude, enfin, justement, liée plutôt à l'imaginaire, et de l'associer au fait, enfin, de dire de la création d'un pays avec un régime, un système économique, il y a plein de choses. Enfin, tu as envie de contrôler, hein, je ne suis pas psychologue, mais tu as envie de contrôler, enfin, disons un truc, j'ai juste envie de t'entendre là-dessus. J'avais envie de faire ce pays, mais je ne sais pas comment le faire. Et puis j'ai vu des installations de Alain Boublex, il s'appelle, qui a exposé à la galerie Attitude à Genève, entre autres. Il avait inventé un pays une ville en Amérique du Nord, Google, je ne sais plus quoi. C'était pas Google, le mot n'existait pas encore. Et puis il avait fait le plan du métro de la ville, montré la banlieue de la ville, mais en fait il s'était promené en Amérique du Nord, tout simplement, fait des photos d'Amérique du Nord. Et sa ville, il disait qu'elle n'est pas parfaite. J'avais trouvé, c'était un choc.
j'avais l'impression que si je devais faire un pays, il devait être parfait. Voilà mon utopie. Son pays était avec une banlieue plutôt ratée, et ainsi de suite. Ça m'avait bien ouvert les champs du possible. Il ne fallait pas faire un pays parfait, mais faire un pays avec sa dictature, ou avec ses ratés, avec ses réussites. Je rêvais d'écrire Seigneur des Anneaux, mais je n'allais pas faire d'Heroic Fantasy. Il y avait déjà un pays qui était, à l'époque, en 2000, le pays le plus célèbre, c'était le pays du Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu. Mais sinon, des pays imaginaires, il y en a depuis Platon, avec l'Atlantide. Gulliver a inventé plein de pays. Swift a inventé des pays, il fait promener son personnage. Puis en 2000, il y a eu un truc très étrange qui est sorti. Le Paris Match a fait le guide des guides. Le guide des meilleurs guides de voyage. Vu qu'on bouclait la boucle, je me suis dit, je vais faire mon propre guide de voyage d'un pays qui n'existe pas. Le guide des guides, il y avait un guide pour tout, puisque aujourd'hui c'est une manière de voir le monde, on fait un guide. Le guide pour réparer son Mac, le guide pour s'investir dans les œuvres humanitaires et autres, le routard, Lonely Planet. Donc il y avait tout ça dans ma tête, et puis j'ai fait ce voyage au Proche-Orient, une dizaine de semaines, tout seul. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à mettre au centre, ce sera mon lieu à moi. Mais vraiment, il n'est pas parfait, c'est un lieu assez pourri, plein de problèmes, une ancienne dictature et tout ça. Et je rêvais que ce soit un succès, mais ça n'a pas tellement marché. Chaque fois que je fais un truc, je me dis, putain, ça va déchirer sa race, ça va être d'enfer. Et non, pas tellement. C'est sorti en France, aux éditions Autrement. Libé leur ont répondu, ouais, on fera peut-être un article pour le 1er avril. Mais moi, je n'ai pas voulu faire un gag. Si je voulais faire un gag, je ne travaillerais pas 2 ans dessus, quoi. Ils n'ont pas compris le principe, que c'était à vous d'inventer la vie qui va avec, jouons ensemble. Mais j'ai reçu des lettres d'une lectrice qui m'a écrit, elle a trouvé des vieilles lettres de son arrière-grand-père qui était au Pamukkali vers 1890, et qui était à la recherche de l'avocette bifide. Elle m'a inventé un oiseau qui aspirait c'était une espèce de poule d'eau qui aspire deux poissons en même temps par son bec finit en 2 ouvertures. Il y avait la coupe de l'oiseau faite par son arrière-grand-père et ainsi de suite. Moi je rêvais de ça, qu'on joue ensemble. Je fais le guide. D'ailleurs c'est ce qui est arrivé avec la musique qu'on a entendue. Il y a un spectacle qui a été fait quand même. Un spectacle musical. Un ami metteur en scène, Christian Denisard, a imaginé des pamukkals. Il va avec le guide là-bas, il trouve des pamukkals et il les ramène pour faire un spectacle. Il joue pour la première fois en Europe. Donc il y avait quelque chose d'invitant dans ce guide-là. Faisons la suite ensemble, rêvons ensemble. Ben, comme l'architecture, le but c'est quand même d'entrer dans le bâtiment, à un moment donné. Le faire vivre. Oui, j'ai une question, mais comme je ne me souviens pas de mes réflexions, j'ai pris quelques notes. C'est une question à la fois pour Local, à la fois pour Eugène et à la fois pour Kunik de Morzier, qui parle de la modestie, qui était le thème en fait, de cette soirée. Est-ce que la modestie, peut-être pour commencer avec Local, en relation avec votre chapelle provisoire de Saint-Loup, est-ce que la modestie c'est le démontage provisoire, chapelle provisoire, donc le démontage et déplacement? Est-ce que c'est le souvenir d'un temps donné, d'une époque, d'une construction? Est-ce qu'en allant plus loin, cette chapelle qui est en bois et qui a une forme parfaite pour brûler, est-ce que c'est le souvenir d'une chapelle qui n'existe plus et en parallèle avec une icône, peut-être qui est le Crystal Palace qui est brûlé? Ou est-ce que c'est un souvenir d'une image, d'une époque, d'un concert que tout le monde se souviendra de son fameux groupe de rock préféré qu'il ne verra qu'une fois dans sa vie? Parallèle avec Eugène, le souvenir de son concert de la comptine de Pamukkale, qui n'aura lieu qu'une fois aussi, j'imagine.
Pour prolonger avec Koenig et Demorzier, j'ai trouvé très intéressant votre culture de carottage. Est-ce que votre souvenir sera l'évolution du carottage que vous avez cultivé et de voir vivre en fait votre comment dire, je ne sais pas comment le dire en fait, l'évolution de votre terre qui a été prise, comment elle évolue, comment elle se développe, comment elle vit. Et pour Eugène, pour terminer, est-ce que la modestie aussi, c'est le dessin d'un voyage d'un pays comme la Pamukkale qui n'existe finalement pas? Peut-être que c'est ça, ou est-ce que c'est un pays qui n'existe plus, ou est-ce que c'est un pays qui a été oublié dans l'histoire? Est-ce que le but d'une construction, c'est de vivre ou de rester? C'est une question ouverte aux trois invités de ce soir. On va répondre en premier, parce que question sur la chapelle. Alors, vous posez la question de la modestie par rapport à l'aspect provisoire de la chapelle, si j'ai bien compris. Donc, c'est difficile de répondre. L'aspect provisoire de la chapelle était donné à la base, c'est-à-dire on va faire un bâtiment provisoire, il est destiné à ne pas durer. Mais c'est là qu'on oppose le thème de la modestie du cycle général, qui était éventuellement opposé à l'audace et à l'ambition et tout ce qu'on a dit en introduction. Et notre sujet était justement de dire non à un bâtiment même provisoire, même 2 ans, même construit en bois, même qui coûte 200 000 francs, mais le sujet n'est pas la modestie, le sujet est l'ambition. Qu'est-ce qu'on a envie de faire d'un espace modeste dans son coût, modeste dans sa taille, modeste qu'est-ce qu'on a envie de faire de cet espace-là? On a envie d'en faire le mieux possible. Donc une ambition très grande, une audace, je crois, on l'a vu, une audace du maître d'ouvrage et de nous-mêmes, d'aller vers l'inconnu, vers l'inattendu, on l'a vu aussi, mais le message c'est ne soyons pas modestes. C'est pas parce qu'on nous demande un bâtiment provisoire pour 2 ans qu'il faut être modeste. Non, on y met beaucoup d'ambition, on y met beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour en faire le mieux possible. Alors pour répondre à votre question, effectivement il était pensé pour être provisoire, démontable, remontable, remonter ailleurs, etc. Donc on y a projeté une vie, une deuxième vie, éventuellement une troisième. Il se trouve qu'il est resté sur place et les maîtres d'ouvrage, les sœurs elles-mêmes ont voulu le garder. Donc elles l'ont gardé et le temps est passé, ça fait maintenant 7-8 ans. Et il attaque sa deuxième vie maintenant, puisque effectivement on refait l'enveloppe extérieure pour qu'elle dure encore 20 ans de plus, puisqu'elle était prévue pour 2 ans à la base. Elle a amplement rempli le contrat, si on veut. Mais pour répondre à votre question, non, il n'y a aucune modestie dans ce sens-là au départ, à part celle qui nous est donnée, c'est-à-dire la modestie du contrat, du coût final ou du matériau utilisé, mais non, la modestie n'a pas été un sujet en soi. L'imaginaire, oui. Pour répondre dans un des autres axes qui a été lancé dans la question, tout en réfléchissant en même temps que je parle, les bâtiments ne durent jamais. Alors on peut dire qu'ils vont tenir 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, si on est cheveux, on commence à s'imaginer des trucs. Après on se dira peut-être 100 000 ans, peut-être 10 milliards d'années, on va additionner tous les zéros qu'on veut, mais finalement il y a de toute façon une finitude à la chose. Il y a de toute façon un moment où que ce soit moi, que ce soit mon architecture, que ce soit les usages, que ce soit ma pratique, que ce soit le béton que je coule, de toute façon il est fini à un certain moment ou à un autre. On ne sait pas si c'est le capitalisme qui va descendre notre bâtiment ou si c'est les intempéries ou la mauvaise ruine, les usages, le dictateur ou je ne sais pas quoi. Mais planifier aujourd'hui un bâtiment pour 50 ans, moi ça me paraît complètement impossible. Je ne réussis pas à moi-même me projeter dans le fait que quand j'aurai
90 ans, pour dire n'importe quoi, quand j'aurai 90 ans, ce bâtiment sera toujours là, il existera encore, il servira et il n'aura pas bougé. Moi, ça me paraît impossible. Pour moi, un bâtiment, aujourd'hui, on le prévoit pour ce qu'il peut faire aujourd'hui, on le prévoit pour ce qu'il pourra faire demain, on essaie de lui donner des pistes d'évolution, on essaie de le faire un peu, lui donner un peu du substrat pour qu'il grandisse, qu'il évolue, aussi un peu comme une culture de bactéries dans une boîte de pétri, mais il faut que l'architecture doit pouvoir évoluer, doit pouvoir se transformer. On doit pouvoir assumer des crises, doit pouvoir assumer des pas de crise, doit pouvoir assumer du bien-être ou tout et n'importe quoi. Et du coup, j'associerais pas, en fait, pour revenir sur mes pas et pour répondre très simplement, je n'associerais pas modestie et durée du bâtiment. Tout simplement. Quant à moi, j'ai fait mon pays imaginaire, et du coup, si l'imaginaire il est protégé de la réalité, il pourrait durer très longtemps, mais c'est très fragile, un pays imaginaire. Si l'éditeur décide de ne plus le réimprimer, il n'y a que les 5 premiers milliers d'exemplaires, et puis après, éventuellement, s'il ne se vend pas, il est pilonné tôt ou tard, au bout de 10 ans, j'en sais rien, pour l'instant, il est toujours en vente. Il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a eu une page faite sur Wikipédia, sur la Pamukkale. Et un copain a fait la page, c'est le même qui a fait la carte de la Pamukkale qui se trouve au tout début, un copain géographe. Puis au bout de quelques années, la page de la Pamukkale a disparu. Je me suis demandé pourquoi, et j'ai eu droit aux réflexions des gardiens de Wikipédia, ceux qui font vivre le site. Et les discussions étaient effrayantes. Ils discutaient entre eux, ils disaient non, mais c'est un pays imaginaire, si on devait tous les mettre, c'est pas sérieux. C'est super sérieux, c'est de l'imaginaire. J'en reviens pas qu'ils puissent avoir ce genre de réflexion. C'était bien écrit que c'est un pays imaginaire, donc je ne trichais pas avec l'internaute. Il y a un livre qui existe, qui fait référence, il y avait un spectacle, ils ont quand même supprimé de la page, de leur site. Il n'y a plus. Il y avait la carte et puis 2-3 anecdotes sur la Pamukkale. Les liens avec le spectacle, des interviews radio, il y avait des liens aussi. Bon, ça a quand même été supprimé. Donc, j'avais l'impression que ça pouvait durer très longtemps, puis en fait, non, les gens décident de quel pays imaginaire ils gardent et quel pays imaginaire ils laissent tomber. Même ça, ça peut... C'est fou qu'un bâtiment dur peut durer plus longtemps qu'un pays imaginaire, quoi. C'est comme ça. Alors, je suis désolé, je suis ravi d'avoir le mauvais rôle de couper les discussions, parce que il est déjà tard, et puis il y a à manger, à boire, etc., et que j'ai vu pas mal de gens s'en aller. Ouais, j'ai vu. Bon. Allez, encore une. La dernière. Ça va que 2 heures. 2 heures. Mais restez manger alors. Moi, par rapport à cette soirée, autant je peux me reconnaître dans le discours de local architecture, autant j'arrive pas à saisir qu'unique et de Morsier. Alors je suis désolée de dire la chose de cette façon-là, mais quel est le but, peut-être ça ne se saisit pas, mais de nous montrer une image de ce nid. Je n'ai pas retenu les matériaux, votre essai de nid. Si c'est, à mon avis, pour l'instant, qu'une image, vous ne nous donnez qu'une image de quelque chose qui va encore, pour moi, que je reçois l'image à rien dire. Voilà, j'aimerais savoir quel a été le choix du pourquoi vous nous j'ai pas compris le nid. La maison? La maison ovale avec un trou au milieu. Ah, d'accord, oui, tout à fait. Non, en fait, c'était simplement pour terminer. Sur des questions. En fait, on a toujours. En fait, ce qu'on voulait montrer par l'ensemble de la présentation, en tout cas, c'est que on était habité par pas mal d'idées qui, parfois, qu'on considère hors des champs de l'architecture et que nous on est bien considéré comme au centre de notre champ de la pratique de l'architecture. C'est une première chose. Et dans ces différentes choses qu'on a évoquées, vu que le temps donné était relativement court, 12 minutes, qu'on a tenu, on trouvait intéressant de vous dire, ben voilà, jusqu'à présent on a vu certaines choses qui sont passées, qui ont abouti à des réalisations, qu'aujourd'hui il y a des nouveaux champs qui se sont rajoutés,
et que, je peux après vous donner plus de détails, le fameux nid dont vous parlez, il s'agit d'une maison privée en Espagne qui va être réalisée d'ici à peu près 2 ans. Donc on a 2 ans pour faire des recherches de développement là-dessus. Et l'idée, c'est de travailler avec des matériaux uniquement naturels, si possible les faire croître, et d'envisager le bâtiment sur tout un cycle de vie. Et donc sa fin, qui sera, après une vingtaine d'années, le recyclage total des matériaux de fabrication. Toutes les recherches qu'on oriente sur le matériau, à la base, plus que sur la forme, sachant que ce sera une sorte de cabane à habiter très minimale. Voilà, on ne s'est pas étendu sur le sujet, parce que c'est une chose qui nous préoccupe depuis à peine 6 mois, et donc c'était plutôt une évocation des choses dont on parlera peut-être une autre fois dans 10 ans ici. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Oui? Ok. Mais je crois qu'on peut passer au bar, non? Ouais, je crois. Ok, super, merci. Juste un tout petit mot, je ne vais pas faire un monologue, mais pour vous remercier tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir préféré le phare aux belles terrasses lausannoises et au soleil. Mais donc c'est la fin de Carte Blanche 2015 pour les 3 actes qui étaient les événements majeurs, disons, mais n'oubliez pas l'épilogue samedi, ce sera de midi à 15h ici, où ce sera aussi l'occasion de discuter peut-être plus librement et moins solennellement de tout ça. D'ailleurs, je trouvais assez intéressant qu'on ait commencé le premier acte par un texte de Vincent Rapin qui s'appelait « L'architecture attendue », et on a terminé nos discussions avec l'architecture inattendue, donc on voit que la modestie peut amener dans des choses très vastes, disons. Je tiens à remercier tous les intervenants de Carte Blanche, je ne vais pas les citer, ils sont sur l'affiche, et puis ils sont très nombreux, mais aussi les sponsors de Carte Blanche, les bénévoles du phare, Gaël Cochon et Sonia Curnier notamment, Caroline Henry et Jean Dalborgo pour la conception du bar, Tanguy et Alan pour la musique qu'ils vont passer juste après, d'ailleurs vous pouvez rester un peu plus tard, Catel, Lisa, Raphaël, Carole et Catherine pour leur soutien et leur aide. Et je vais passer la parole au président, qui c'est cher président, et toi qui conclue. Merci beaucoup. Je vous prends encore un petit instant. Gaël Cochon, président de l'association Phare Lausanne. J'aurais beaucoup de choses à dire. Ce que je vais dire, c'est que la formule de Carte Blanche a changé. Le but était de débattre. On s'est dit, oui, le forum d'architecture doit être ouvert au grand public, mais commençons par discuter entre nous. Il y a beaucoup de questions sur la forme, sur le fond. Continuons-les. Aujourd'hui, j'ai une image de radio en fait qui m'a passé parce que, soyons clairs, on n'a pas réussi à dégager autant qu'on voulait de discussions entre le public et les intervenants. Et cette forme de radio, elle m'a quand même beaucoup intéressé parce qu'elle était vivante. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a des accroches avec d'autres disciplines qui ont été évoquées. Et je pense que, en toute modestie, c'est un produit imparfait, mais avec toutes les réserves, les critiques qu'on peut lui faire, qui nous fait faire un pas en avant. À ce titre-là, je remercie énormément les curateurs, Oscar et Lia, toutes les personnes qui ont participé, et je rappelle que le Forum d'architecture est une association où tout peut changer avec la bonne volonté, l'envie et l'énergie de tout le monde. Continuez la discussion, adhérez au Forum d'architecture, remplacez-moi et tout le comité pour que ce lieu vive avec beaucoup d'autres beaux projets. C'est tout ce qu'on souhaite. Continuez à débattre. Bonne soirée et à bientôt.